Bonjour tout le monde. Bon, je vais donc faire une présentation qui sera complétée par la SOGET. Donc, je m'appelle Sénindao. Donc, je suis le directeur général de la SAED. Donc, analyse des composantes du coût du service de l'eau dans les aménagements hydro-agricoles de la vallée du fleuve Sénégal. Donc, pour la présentation, donc, je vais parler du contexte, les politiques d'investissement et évolution institutionnelle, les organisations qui sont mises en place, la structure du coût de l'eau, la part au niveau des comptes d'exploitation, donc des organisations des producteurs. En ce qui concerne donc la vallée, pour ceux qui ne connaissent pas donc la vallée, donc on a donc 4 délégations au niveau donc du Sénégal. Donc en ce qui concerne la vallée du fleuve Sénégal, nous avons donc le fleuve qui longe donc qui part de Saint-Louis jusqu'à Bakel. Donc et au niveau donc de la rive gauche, on a un potentiel de 240 000 hectares. Et sur ces 240 000 hectares, aujourd'hui 116 000 hectares sont aménagés et les 108 sont exploitables. Nous avons beaucoup de projets d'aménagement. Donc vous avez donc vu donc les projets avec l'Agence française de développement, la Banque mondiale, etc. En ce qui concerne donc l'évolution institutionnelle, responsabilité de la gestion de l'eau dans la vallée. Au niveau fleuve, nous avons donc la société de gestion et d'exploitation de diamants, la SOGET qui est là et qui va donc compléter l'exposé. C'est une institution donc de la redevance de prélèvement des eaux du fleuve qui a été faite en décembre 86, juste après l'édification donc des barrages de Diama et de Manantali. La mise en place de la société en 97 pour assurer les conditions d'une bonne exploitation et une maintenance correcte du barrage de Diama. Ensuite, nous avons au niveau des axes et des périmètres, c'est-à-dire donc les défluents du fleuve Sénégal, nous avons donc la SAED. C'est la Société nationale d'aménagement et d'exploitation des terres du delta du fleuve et des vallées du fleuve Sénégal et de la Falémé. Entre 1965, la création de la SAED à 1980, c'était donc une phase d'implantation de l'agriculture irriguée dans toute la zone d'intervention. Après cette phase d'apprentissage, l'État exige des résultats techniques et économiques. De 1981 à 2014, nous avons donc des lettres de mission qui sont liées à l'État. En ce qui concerne la politique d'investissement et de responsabilisation, la zone agroécologique, c'est une zone à fort potentiel de développement, donc par rapport à les 240 000 hectares dont je viens de parler, si bien que donc l'État a mis d'importants investissements. Donc de 1960 à 1987, on a constaté avec l'étude qui a été faite dans le cadre du PDG, des échecs répétés des périmètres irrigués, grands ou petits, et une mise en valeur insuffisante. Si bien qu'il fallait donc penser à l'amélioration de la conception des périmètres et le désengagement progressif de la gestion. Ça, c'est de 1988 à 1997, en passant par la responsabilisation des unions hydrauliques à travers des contrats de concession et des notes d'entretien et de gestion. Ce qui a été constaté, c'est que c'est la SAED qui gérait les périmètres, qui percevait une redevance forfaitaire. Cette redevance ne couvrait même pas donc les charges. L'entretien ne se faisait pas correctement. Il fallait donc penser à une autre politique qui responsabilise donc le producteur pour pérenniser l'outil de production. Ensuite, il y avait le problème de l'entretien des axes hydrauliques, les défluents, qui desservent donc les stations de pompage. Là, c'est l'État qui intervenait avec des moyens modestes. Il fallait penser à un système beaucoup plus durable. C'est ainsi qu'il y a eu donc une étude de la mise en place des fonds de maintenance. Il y a 4 fonds qui sont aujourd'hui donc mis en place au niveau de la vallée du fleuve Sénégal. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé donc à payer donc, le coût de l'entretien. Donc il y a eu donc le paiement de la redevance ou hydraulique par les bénéficiaires suivant chaque type de périmètre, le développement de l'irrigation privée, prise en charge de l'aménagement terminal et de son entretien par le bénéficiaire. On le verra donc à la fin de l'exposé. En ce qui concerne la gestion de l'eau, on a 3 niveaux. Nous avons donc au niveau du fleuve Sénégal, donc avec la SOGET. Ensuite, nous avons les axes hydrauliques avec donc la SAED.
Et nous avons donc les périmètres à travers les unions hydrauliques. Pour les types d'aménagement, nous avons 4 types d'aménagement. Nous avons les grands aménagements, nous avons les aménagements intermédiaires, nous avons les périmètres irrigués villageois, les périmètres irrigués privés. Du point de vue responsabilité, les grands aménagements sont aujourd'hui donc gérés par les unions hydrauliques, qui sont constituées d'organisations de base. Nous avons les aménagements intermédiaires, gérés également par les unions hydrauliques à travers donc des organisations de base. Nous avons les périmètres irrigués villageois qui sont gérés directement par les organisations de base, dont chacune gère son GMP ou son groupe électropompe. Et nous avons donc les privés qui ne diffèrent pas tellement des périmètres privés. Sinon, c'est la gestion qui diffère. Pour les deux premières, c'est une gestion collective de l'eau, de la maintenance, du crédit et de la commercialisation. Pour les deux derniers, c'est une gestion autonome. En ce qui concerne les composantes du coût du service de l'eau, nous avons donc comme objectif l'irrigation des périmètres pour la mise en valeur des cultures, le drainage des eaux usées vers les zones de dépression. Pour le coût des aménagements, c'est des coûts qui sont variables, donc suivant le type d'aménagement, que ce soit un PIV, un aménagement intermédiaire ou bien un grand aménagement. Les composantes de ce coût, c'est le coût des travaux de terrassement et de génie civil. Nous avons le coût des équipements, nous avons le coût du contrôle. Et suivant donc les types d'aménagement, donc comme vous le voyez, les terrassements constituent donc la part la plus importante. Ça représente 63 à 93% des aménagements selon le type. Les équipements donc viennent en deuxième position et après donc le coût. Du point de vue coût également, vous voyez donc d'un type d'aménagement à un autre, le coût varie. Pour les PIV, le coût le plus faible tourne autour donc de 3,5 millions. Les aménagements intermédiaires, le coût va jusqu'à 5,7 millions francs CFA. Pour les grands aménagements, le coût le plus important, ça tourne autour de 7,6 millions. Le coût le plus faible tourne autour de 4,5 millions. Mais dans ces coûts, il faut voir, suivant donc la zone où les périmètres sont réalisés. S'il y a un alignement qui se fait, en ce moment, les coûts sont beaucoup plus importants. Ça dépend également du niveau de technicité et de perfectionnement de ce qu'on veut faire. Mais dans tous les cas, c'est encore cher. En ce qui concerne les composantes du coût du service de l'eau, nous avons la redevance OMVS, ça c'est au niveau fleuve, donc Camara va y revenir. Nous avons la redevance FONMAET pour les usagers concernés, c'est-à-dire c'est les fonds d'entretien pour les adducteurs et les émissaires de drainage. Nous avons l'amortissement des équipements de pompage et l'entretien du réseau, ça c'est au niveau périmètre. Ensuite, nous avons le fonctionnement de la station de pompage, du GMP ou du groupe électropompe, ça c'est également au niveau du périmètre. Le coût du service de l'eau ici présenté ne tient pas compte donc des investissements prioritaires et des périmètres, mais plutôt de l'entretien et de la mise en service des équipements. Donc, au niveau OMVS, je ne vais pas m'attarder parce que l'autre va y revenir. En ce qui concerne la redevance FONMAET, qui concerne donc l'entretien des adducteurs et des émissaires de drainage, nous avons un service d'adduction qui tourne autour de 10 000 francs CFA par hectare effectivement mis en valeur. Nous avons un coût de service du drainage, c'est également 10 000 francs par hectare effectivement mis en valeur. Nous avons les services d'adduction et de drainage, si c'est les deux, c'est 15 000 francs à l'hectare et par an. Plus maintenant la participation de l'État. Bon, ça, je ne vais pas m'y attarder. Ceux qui connaissent donc la vallée savent que donc les axes hydrauliques sont souvent très envahis par les typhas. Il y a un envasement, si bien que donc l'entretien était extrêmement important et nécessaire. Raison pour laquelle d'ailleurs il y a eu cette étude donc des fonds de maintenance jusqu'à la mise en place donc des 4 fonds pour arriver donc à véhiculer l'eau correctement au niveau de ces défluents. Pour le système de maintenance, ça nous avons donc l'État qui intervient à travers donc la SAED. Nous avons également les usagers qui participent depuis la mise en place donc de ces fonds
Et tout cela donc est géré par une structure que la SAED a mise en place, donc la DAM, la Direction Autonome de Maintenance, qui donc fait le service de maintenance à travers des prestataires qui effectuent donc les travaux. Pour la mise en place donc de ces fonds, l'organisation générale se présente comme suit. En ce qui concerne les fonds pour les adducteurs et les émissaires, donc l'organe de gestion et de contrôle c'est la SAED et les comités usagers. Le financement c'est l'État et les usagers. En ce qui concerne donc le FOMUR qui n'est pas encore mis en place, c'était donc un fonds destiné à mutualiser donc les dépôts à terme, mais malheureusement ce fonds donc tarde à se mettre en place. Nous avons le FOMIC, c'est le fonds d'entretien des digues, c'est-à-dire les structurants ou bien les pistes. Ça c'est la SAED et les communautés rurales, mais c'est l'État qui finance à 100%. En ce qui concerne le fonds de maintenance des périmètres irrigués de première génération, c'est-à-dire les PIV qui ont été réalisés d'une façon très sommaire, ou bien les périmètres qui ne sont pas encore transférés, là c'est la SAED et les comités d'usagers, les financements c'est l'État et les usagers. En ce qui concerne maintenant le coût du service de l'eau au niveau des périmètres, là nous avons pour les composantes, il y a l'amortissement, il y a l'entretien des réseaux, il y a la part fixe, c'est-à-dire le fonctionnement, il y a une part également variable. Comme présenté au niveau des trois types d'aménagements, les grands aménagements, les aménagements intermédiaires ou PIV non transférés, les PIP ou PIP. Donc c'est suivant soit c'est le coût des pompes, ou bien le personnel, ou bien la superficie annuellement, ou bien la hauteur manométrique. Donc la part variable est fonction de la hauteur manométrique. Là c'est un tableau qui montre les coûts qu'on a au niveau de la vallée. En ce qui concerne Podor, vous avez vu les différents coûts, que ça soit à Aéré, à Pété ou bien à Guédé, à Dagana. Donc vous voyez ça varie. Entre 94 000 jusqu'à 100 000 francs CFA. Donc ce coût est très variable, suivant le fonctionnement, l'amortissement ou bien l'entretien. Mais ce qu'on peut remarquer ici, c'est le coût du fonctionnement qui représente plus de 50%. Si ce coût c'est les 50%, c'est le fait de l'électricité. Donc l'électricité coûte extrêmement cher. Donc ça représente une part extrêmement importante. Et là, l'État est également en train de voir comment mettre en place un coût préférentiel. Donc c'est des négociations qui sont en cours. Pendant très longtemps, il y a la prime fixe qui a été décriée par les producteurs, mais également le fait qu'ils n'arrivaient pas à disposer d'un tarif préférentiel. Il y a également la TVA. Donc ils ont demandé également à l'État d'exonérer la TVA. Donc vous le voyez, l'entretien occupe une part très faible. Alors que l'objectif, quand on faisait le transfert des aménagements hydro-agricoles, c'était arriver à pouvoir entretenir correctement pour arriver à la durabilité des investissements qui sont réalisés. Mais le fonctionnement, malheureusement, prend une part extrêmement importante. Faiblesse et perspectives pour l'amélioration du service de l'eau dans la vallée. Donc, il y a des contraintes qui sont identifiées, mais également il y a des perspectives. Donc, en ce qui concerne les grands aménagements, c'est le non-respect des termes du contrat de concession, des contrats de culture et des notes d'entretien et de gestion. Quand on a transféré, il y a des notes d'entretien et de gestion qui ont été élaborées et il y a des clauses pour la SAED, mais également des clauses pour les producteurs. Malheureusement, ces notes-là ne sont pas totalement respectées. Raison pour laquelle d'ailleurs il y a l'évaluation du transfert qui va s'effectuer dans les mois qui viennent. Donc en perspective, il s'agira de réviser ces contrats de concession et de notes d'entretien en y intégrant la possibilité de désaffecter la terre par la communauté rurale en cas de non-respect des engagements par les bénéficiaires. Donc ça c'est un débat. Au niveau des unions, les contraintes qui sont identifiées, c'est que les unions hydrauliques s'occupent des activités liées à la fourniture d'intrants,
à la commercialisation au détriment de leur principale mission qui est la gestion de l'eau. Quand on crée donc les unions hydrauliques, c'était pour gérer uniquement les stations de pompage, gérer donc les entretiens pour assurer la durabilité. Mais malheureusement, on s'est rendu compte que les unions sont allées au-delà de ces fonctions originales. Aujourd'hui, il s'agira donc de sensibiliser et de renforcer les capacités des acteurs sur les enjeux, rôles et responsabilités des acteurs à tous les niveaux. Au niveau des grands aménagements non transférés ou bien des PIV, il y a des difficultés pour l'État de prendre en charge le coût de la maintenance et de l'entretien. C'est une phase encore transitoire. Il s'agira donc, en perspective, de préparer très rapidement le processus de transfert en dotant les bénéficiaires d'outils de gestion de leur aménagement. Pour les PIV, il n'y a pas un cadre formel, donc c'est géré. Donc il s'agira aujourd'hui de mettre en place une stratégie pour arriver à ce que les PIV et les PIV soient bien entretenus. En résumé, il s'agira donc de réfléchir sur une stratégie d'exploitation autonome, performante et durable de périmètre, qui tienne compte de la spécificité de chaque type. Une réflexion sur le modèle économique des exploitations agricoles doit être menée afin de mieux cerner la relation entre rentabilité et maintenance. L'innovation aujourd'hui, c'est l'irrigation privée comme alternative au développement de l'agriculture pour une transformation structurelle de l'économie et la croissance. Et ça, c'est un premier pilier du plan Sénégal émergent. Donc aujourd'hui, les perspectives pour le développement de l'irrigation au niveau de la vallée, à travers deux grands programmes, le programme de développement des marchés agricoles, le projet de promotion de partenariat agricole financé par l'AFD, c'est d'arriver à faire en sorte que les bénéficiaires puissent participer à l'aménagement terminal. Donc, suivant maintenant une subvention qui est modulée, que ce soit au niveau des exploitations familiales, des PME ou des PMI. Voilà donc ce que je voulais partager avec vous. Bonjour à tous. Je vais rapidement compléter l'exposé de M. Ndao. Donc, je vais aborder une partie assez spécifique des coûts qu'il a abordés. Ça concerne la redevance pour prélèvement d'eau au niveau du fleuve Sénégal. Donc c'est un aspect qui concerne l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, qui est une organisation sous-régionale composée du Mali, du Sénégal, de la Guinée, donc la Guinée-Conakry et de la Mauritanie. Donc ces États se sont associés et ont mis en place des infrastructures qui sont essentiellement aujourd'hui composées de 3 barrages, barrage de Yama, barrage de Manantali et un petit barrage qui est le barrage de Felou. Donc c'est le dernier barrage. La question qui nous concerne aujourd'hui, ça relève de la responsabilité de la société de gestion et d'exploitation du barrage de Yama. Donc le barrage de Yama, c'est un ouvrage qui est une propriété commune, comme je l'ai dit tout à l'heure, des pays membres de l'OMVS, propriété commune et individu. Donc c'est quelque chose de assez spécifique, donc qui est le cadre de cet ouvrage-là. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu donc deux barrages essentiellement qui ont été construits. Bon, là je n'ai pas mentionné le barrage de Felou. Donc barrage de Diama en 1986, mise en service. C'est en 1997 que la SOGED a été créée, Société de gestion et Société d'exploitation et de gestion du barrage de Diama, donc qui est une société interétatique avec le capital qui est partagé par les États membres, par 3 parmi les États membres, parce que la Guinée n'est pas aujourd'hui membre de la SOGED. Donc, parmi les missions de la SOGED, on peut mentionner principalement l'exploitation, l'entretien et le renouvellement du barrage de Diama. Ensuite, la conception, la construction, le financement de nouveaux ouvrages, à l'exclusion de ceux consacrés à la production hydroélectrique. Parce que la production hydroélectrique est aujourd'hui de la responsabilité d'une autre société, qui est la société de gestion du barrage de Manantali, donc qui est un barrage hydroélectrique. J'ai oublié de le mentionner, le barrage de Diama, c'est un barrage anti-sel, donc qui est situé au niveau de l'embouchure du fleuve Sénégal. Donc vous verrez une carte tout à l'heure pour bien voir la position du barrage. Donc en termes de fonctionnement, la société dispose donc d'un budget donc pour le fonctionnement, mais également un budget d'investissement qui est alimenté par les États, qui sont les actionnaires, et par la redevance pour le prélèvement d'eau.
Donc sur cette carte-là, je ne sais pas si c'est bien visible, malheureusement. Bon, donc vous voyez que là, nous avons ici l'embouchure du fleuve Sénégal et le barrage de Diama est situé à ce niveau-là. Et c'est à peu près à une trentaine de kilomètres de la ville de Saint-Louis, donc en amont de la ville de Saint-Louis. Donc voilà, ça c'est une photo du barrage de Diama. Donc ici vous avez l'évacuateur de crue. Donc de l'autre côté là vous avez donc la Mauritanie, parce que là la frontière est là. Donc de ce côté là c'est le Sénégal. Donc l'écoulement se fait dans ce sens là. Bon, maintenant en termes d'historique, par rapport à cette question de la redevance, donc il y a donc des fondements juridiques donc pour l'institution de cette redevance là. Donc il y a d'abord les textes de l'organisation, donc les textes fondateurs, notamment la convention portant création de l'OMVS qui date de 1972. Il y a la convention sur les modalités de financement des ouvrages communs. Là également, ça évoque justement l'institution de cette redevance. Il y a la convention portant création de la SOGET, la résolution du Conseil des ministres de l'OMVS, qui date de 1986, et la charte des eaux du fleuve Sénégal, qui est le dernier texte donc, de l'organisation qui traite de cette question-là, qui date de 2002. Donc toujours en termes d'historique, donc c'est cette résolution de 1986 qui a permis donc de marquer la date à partir de laquelle la redevance pour prélèvement d'eau a été instituée. Et donc la mise en vigueur est intervenue au mois de janvier 1987. Donc le système de redevance est établi sur deux approches. Donc pour les cultures irriguées vivrières, la redevance est appliquée à l'hectare, emblavé, et variable selon les campagnes agricoles. Bon, donc nous avons 3 campagnes agricoles, la contre-saison froide, la contre-saison chaude et l'hivernage. La contre-saison froide, donc c'est vers la fin d'année et au début de l'année suivante, donc entre le mois d'octobre et le mois de janvier-février, disons. La contre-saison chaude, donc ça commence février et puis ça va jusqu'au mois de juin-juillet et le reste c'est l'hivernage. Donc l'autre approche, donc parmi ces deux approches-là, donc pour les cultures irriguées, mais en plus ensuite il y a l'approvisionnement donc des centres urbains et les cultures industrielles. Donc pour cette catégorie-là, la redevance est basée sur les volumes d'eau prélevés, parce que là on a la possibilité de mesurer ou d'estimer, alors que pour les autres catégories, la mesure ou l'estimation est beaucoup plus difficile. Et là donc la facturation se fait sur une base donc à l'hectare emblavé. Donc ici il y a un tableau global donc, qui permet d'avoir un peu une évolution générale des taux qui sont appliqués. Donc depuis 1987, année à laquelle le système a été mis en place, jusqu'en 2014. Donc pour vous donner des ordres de grandeur, on a fait des conversions, parce que là les chiffres en blanc c'est des francs CFA à l'hectare dans un cas, et puis au mètre cube, etc. Et puis on a mis des chiffres en euros, en jaune et en parenthèse, pour vous donner un ordre de grandeur, donc des chiffres qui sont indiqués ici en CFA. Donc il y a eu différents ajustements, comme le tableau l'a montré tout à l'heure, mais malgré donc ces différentes augmentations et ajustements, nous sommes toujours dans une situation où donc cette redevance-là ne permet pas de couvrir la totalité des charges de la société. Parce que lorsque la société a été mise en place, comme je l'ai dit tout à l'heure en 1987, il était prévu dans les statuts de la société que la redevance devrait constituer la ressource principale. C'est cela qui était prévu initialement, mais aujourd'hui, après donc toutes ces années et malgré tous les ajustements qu'il y a eu, donc toutes les augmentations tarifaires, on n'est pas encore arrivé à cet objectif-là, et ce sont les États encore aujourd'hui qui continuent donc de financer la société, donc de subventionner également les producteurs donc qui étaient supposés assurer donc le financement du système à travers la redevance.
Et donc, pourquoi est-ce que le système ne fonctionne pas aujourd'hui? Donc, nous avons plusieurs, ce que j'appellerais des faiblesses. Donc, au niveau interne, on n'a pas une très bonne connaissance des usagers parce que nous sommes dans une situation où les usagers sont très dispersés au niveau du bassin. Donc, ils sont au Sénégal, en Mauritanie et au Mali. Donc, nous avons des usagers qui sont dispersés. Et la société, c'est une petite structure qui ne dispose pas donc, de tous les moyens, ni humains, ni financiers, donc, ni logistiques, pour pouvoir les suivre de façon individuelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'au moment de la mise en place du système, les États avaient imaginé ce qu'on appelle des structures relais. Donc, les structures relais, c'était donc des sociétés qui existaient comme la SAED, qui avait été désignée à l'époque comme structure relais, qui étaient supposées servir d'interface entre la SOGED et les usagers. Donc, compte tenu, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, de la configuration qui faisait que la SOGED n'était pas en mesure de faire ce travail-là elle-même. Mais malgré cela, donc, le système n'a pas bien fonctionné. Donc, il y a ensuite ce que je pourrais appeler donc, le faible niveau de la redevance face aux besoins financiers. Donc, nous sommes dans un système où l'agriculture irriguée actuellement n'est pas suffisamment rentable. Les producteurs n'ont pas suffisamment de moyens. Donc, pour fixer le niveau de la redevance, on est obligé de prendre en compte cette contrainte-là. Donc, le niveau de la redevance ne peut pas être augmenté de façon inconsidérée parce qu'on va se retrouver dans une situation où, à force d'augmenter les tarifs, le recouvrement va être affecté parce que justement déjà le système de recouvrement n'est pas très efficace. Donc si on se permet donc de procéder à des augmentations pour couvrir les charges financières, donc on va être dans une situation où le recouvrement va être encore plus dégradé. Il y a ensuite donc, ce qu'on appelle donc, le cadre juridique. Et ce cadre juridique-là, aujourd'hui, n'est pas suffisamment efficace dans la mesure où il n'y a pas de texte qui lie aujourd'hui la SOGED et les différents utilisateurs de l'eau. Donc il n'y a pas de contrat, il n'y a pas de protocole qui lie la SOGED, donc qui est supposé mettre de l'eau à la disposition des usagers, et ces usagers-là qui sont les utilisateurs. Donc ça fait partie donc d'une des explications qui font que le système aujourd'hui ne fonctionne pas très bien. Il y a également un autre aspect donc, qui est lié à ce que je disais tout à l'heure, les faibles niveaux du taux de la redevance, le fait que la redevance n'est pas indexée donc, à l'évolution des conditions économiques. Pour vous donner un exemple sur le tableau tout à l'heure, donc vous pourrez voir ça. Donc entre 1998 et 2008, les tarifs n'ont pas bougé. Les tarifs ont été bloqués pendant une dizaine d'années. Donc, ce qui fait qu'on est dans une situation où donc le niveau des ressources générées par la redevance est encore faible. Donc, toujours parmi les faiblesses du système, donc, il y a ce qu'on appelle ici, quelque part, l'incompétence de la SOGED à fixer le taux de la redevance. C'est-à-dire, la SOGED, qui est prestataire de services, n'a pas aujourd'hui la liberté de fixer les taux parce que les taux sont fixés par le Conseil des ministres, donc qui est l'instance politique dirigeante, donc qui a cette compétence-là. Donc il y a également ce que je disais tout à l'heure, le manque de clarté autour de structures relais. Donc ces structures relais-là, à l'époque, ont été désignées, mais malheureusement n'ont pas joué leur rôle pour diverses raisons. Mais la principale, c'est que ces structures relais elles-mêmes ont évolué parce que au moment où on les désignait donc dans les années 90 et maintenant, donc avec ce qu'on appelle les programmes d'ajustement structurel, ces sociétés elles-mêmes ont été reconfigurées, les responsabilités ont été restreintes à tel point que ce travail-là n'a pas pu être fait correctement. Il y a également ce que j'appelle la distance institutionnelle trop importante entre la SOGED et les usagers. C'est-à-dire que la SOGED, étant donné qu'elle est une structure sous-régionale, donc au niveau donc, supérieur aux États, alors que nous avons des usagers donc, qui sont au niveau le plus bas, donc il y a tout un système d'intermédiaire entre la SOGED et les usagers, donc ce qui fait que la relation ne se fait pas de façon assez directe. Ces deux choses-là sont un peu limitées, donc il y a cette dépendance de la SOGED par rapport aux États.
Bon, donc la conséquence de tout ça, c'est que nous avons aujourd'hui, pour l'exploitation et la maintenance de l'ouvrage, une tendance à la baisse des dépenses donc de maintenance des ouvrages par rapport aux besoins normatifs. Parce qu'on ne peut pas augmenter la redevance et ce qui est facturé aujourd'hui ne peut pas être correctement recouvré. Donc on est dans cette situation-là. Donc après, parmi les conséquences, bien sûr, si la maintenance des ouvrages ne se fait pas correctement, il y a forcément la dégradation accélérée des ouvrages. Donc ici, nous avons un tableau synthétique donc, qui permet de voir un peu l'évolution des différents indicateurs. Donc depuis 2008 jusqu'à l'année dernière, donc 2013, pour voir un peu les écarts qu'il peut y avoir entre les besoins financiers en termes d'exploitation, de maintenance, donc en termes de coût de l'eau et en termes de taux de redevance aujourd'hui qui sont appliqués aux principaux acteurs que sont les cultures irriguées vivrières et l'agriculture irriguée industrielle. Donc là, on peut avoir une idée des écarts qu'il y a entre, par exemple, la ligne où il y a les coûts de l'eau. Donc 2008, les projections, c'était à 1,03 francs, alors que, par exemple, pour l'agriculture irriguée vivrière, nous avons donc un taux qui est à 0,05. Donc là, ça permet un peu de voir les écarts. Et là, donc, ce sont les États qui sont obligés de financer donc, pour compenser cet écart-là. La difficulté, c'est que cette subvention-là, qui est supposée être annuelle, donc on doit recevoir annuellement, donc elle est souvent reçue avec retard, donc ce qui fait que bon, les investissements qui devaient être faits sont reportés d'année en année et là, ça rend véritablement difficile la programmation en termes de travaux, d'entretien, de maintenance et de renouvellement des ouvrages. Vous pouvez voir ici également sur la dernière ligne le taux de recouvrement de la redevance. Donc parce qu'ici là, vous avez donc en 2008 le taux de recouvrement, on était à 81, presque 82%, alors que l'année dernière, on était à 39% de taux de recouvrement. Et tout ça parce que, donc il y a, avec l'augmentation des tarifs, donc avec l'augmentation des tarifs, nous avons eu un phénomène de gonflement de la part de l'agriculture irriguée vivrière dans la masse globale de la redevance. Et comme c'est dans cette catégorie-là que la redevance est recouvrée donc avec le plus de difficultés, donc c'est ça qui explique un peu cette baisse du taux de recouvrement. Bon, donc là, ce sont un peu les conclusions que j'ai tirées tout à l'heure. Donc là, j'en ai déjà parlé. Donc il y a les taux de redevance donc, qui sont très inférieurs au coût de l'eau, notamment pour l'agriculture irriguée vivrière. Le taux de couverture théorique du budget, donc par la redevance, donc qui est encore très faible à 30%. Et le taux de recouvrement de la redevance qui a continué de baisser, comme je l'ai dit tout à l'heure, depuis 2008. Donc voilà. Maintenant, la problématique du recouvrement, donc là je l'ai déjà dit, donc on a encore beaucoup de difficultés pour procéder au recouvrement, compte tenu donc d'un ensemble de situations que j'évoque ici. Donc le seul point aujourd'hui où nous réussissons véritablement à avoir de bons résultats par rapport au recouvrement, ça concerne ici ce troisième point où nous avons pu, avec l'aide de la SAED, en passant par donc, les mécanismes de crédit, donc la CNSAS qui est une banque de financement du monde agricole, donc en passant par cette banque-là, nous arrivons un peu à faire de la collecter la redevance à la source, mais cette banque-là, aujourd'hui, elle ne finance pas la totalité des acteurs, elle finance à peu près les 30%, donc ce qui fait qu'il y a véritablement une très grande partie des acteurs qui passent donc à travers les mailles du filet et on n'arrive pas à recouvrer cette redevance-là. Voilà, donc bon, pour les axes d'amélioration, bon, compte tenu donc de toutes les difficultés que j'ai énoncées tout à l'heure, donc les axes d'amélioration, bien sûr, vont aller dans le sens d'une meilleure connaissance des usagers. Donc avec une base de données, un SIG qu'on est en train de mettre en place, donc pour mieux maîtriser un peu notre
notre clientèle et puis les différents usagers, le renforcement du cadre juridique, également le renforcement des outils de communication pour une meilleure sensibilisation. Et parmi ces outils de communication et de sensibilisation, donc il y a le cadre de concertation qu'on va mettre en place, donc concertation entre la SOGED et les usagers, donc il va être un cadre un peu plus formel qui puisse permettre d'avoir des échanges réguliers. C'est comme une sorte de petit comité de bassin, donc qui pourrait nous permettre un peu de prendre en charge ces questions-là. Donc en termes de conclusion, ce que je peux dire, c'est qu'aujourd'hui, après plus de 25 ans donc d'application de cette redevance-là, on peut dire que l'objectif initial donc, qui était visé n'a été véritablement que partiellement atteint. Donc, parce qu'il s'agissait de faire participer les bénéficiaires au financement de l'exploitation et à l'entretien des ouvrages. Et là, cet objectif-là n'a pas véritablement été atteint parce que justement les taux de redevance sont très bas et également le taux de recouvrement est très faible. Donc c'est ces deux raisons-là essentielles qui font que le système ne fonctionne pas véritablement comme ça a été escompté. Donc bien sûr, il y a également le contexte économique, là également je l'ai évoqué tout à l'heure, parce que nous sommes dans une situation où les usagers qui sont supposés payer sont pauvres, mais il y a également l'État qui est supposé procéder à la compense, donc faire des subventions. Donc cet État-là également, il a des moyens limités. Donc nous sommes un peu à quelque part entre le marteau et l'enclume. On ne peut pas augmenter les tarifs. Et puis, donc ça nous pose beaucoup de difficultés de ce point de vue-là. Donc ces deux contraintes-là, donc je l'ai évoqué tout à l'heure, donc c'est la capacité des usagers à payer et la capacité des États à continuer leur politique de subvention. Donc voilà ce que je voudrais dire donc rapidement par rapport à cette question-là. Et la SOGED s'attelle aujourd'hui donc à relever le défi donc pour répondre à ces différentes interpellations. Je vous remercie de votre attention. Merci. Juste quelques points pour compléter mes collègues. Je suis M. Tamsir Ndiaye, je suis le directeur général de la SOGED. Juste pour dire que, en fait, il y avait un point, peut-être pour ceux qui s'intéressent à l'OMVS, M. Camara a parlé effectivement de la Guinée qui n'est pas actionnaire de la SOGED, mais elle est copropriétaire du fait que les ouvrages sont communs. C'est assez compliqué peut-être, mais c'est comme ça. Dès qu'on est membre de l'OMVS, on est propriétaire de tous les ouvrages parce que tous les ouvrages qui sont sur le fleuve Sénégal sont des ouvrages communs partagés. Voilà. Donc, par rapport aux faiblesses de la redevance qui est mobilisée aujourd'hui et qui pose problème, effectivement, il a évoqué un certain nombre de pistes, de solutions qu'on est en train d'explorer pour voir. Donc le problème, évidemment, on a envie de revenir sur la tarification, même si effectivement il a évoqué le cas de la faiblesse des capacités, mais on sait aussi que peut-être il y a mieux à faire si on essaie de voir avec une expertise assez bien maîtrisée au niveau, par exemple, de la coopération française, pour essayer de voir comment on peut mieux étudier les différentes structures de la composition de cette tarification pour voir ce qu'on peut faire. La contribution, effectivement, on est en train de voir également, au-delà du fait que quand on crée la société, les redevances représentaient les fonds essentiels pour la société, et nous on est en train de voir comment on peut diversifier justement ces apports financiers. Par exemple, on a discuté avec les bailleurs de fonds et un certain nombre de ministères pour voir comment est-ce qu'aujourd'hui tous les programmes et projets qui sont liés à l'irrigation, à l'accès à l'eau potable, donc aux prestations des ouvrages de la SOGED, doivent contribuer avec un pourcentage qu'on va étudier, qu'on va discuter en tout cas, à alimenter un fonds de maintenance et de grosses réparations qu'on vient de créer en février, disons 2014, donc qui pourrait être une source de financement complémentaire par rapport à la redevance. Aujourd'hui, on s'est engouffré aussi sur cette piste de paiement des coûts environnementaux, donc qui sont une opportunité pour nous, parce que au-delà de la fourniture de l'eau potable, au-delà de la fourniture de l'eau d'irrigation, on fournit de l'eau également pour la maintenance de beaucoup d'écosystèmes, tels que des parcs qui sont, disons, du patrimoine au niveau mondial, comme le parc du Djout, le parc du Diaoling, mais également par nos prestations, il y a beaucoup de possibilités afin qu'on offre pour la recharge des nappes, etc. Donc, on est en train de voir avec la BAD
comment on peut mettre en place une réflexion pour arriver à un programme de paiement des coûts environnementaux. Alors à ce stade, on ne sait pas qui va payer. Il faut d'abord au moins qu'on sache, qu'on puisse évaluer et donner une valeur à tous ces prestations. Alors, on veut également réfléchir, on est en train de réfléchir sur la réduction de certains coûts pour baisser les coûts de fonctionnement de la SOGED, notamment sur l'électricité qui nous coûte trop cher. Et donc, avec le ministère qui est chargé des énergies renouvelables, on est en train de voir comment utiliser le solaire pour tout ce qui est électricité à utiliser au niveau du barrage, parce que ça nous coûte énormément cher actuellement la facture d'électricité. Je précise simplement, il en a dit en passant, que depuis la création de la SOGED, il n'y a jamais eu la mise en place d'un fonds de maintenance et de grosses réparations, ce qui a contribué à ce manque d'investissement. On vient de le faire en février passé. On a également, pour essayer de pallier un peu ces difficultés par rapport au recouvrement de la redevance, mis en place, on est en train de travailler sur ça, un règlement contraignant pour le paiement de la redevance. Il se trouve qu'aujourd'hui, comme il l'a dit, il y en a qui ne payent pas et malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose contre. Donc, le Conseil des ministres a accepté de signer une résolution qui nous autorise à mettre en place un règlement, donc qui va obliger les gens, les acteurs à payer ou en tout cas à faire face à certaines sanctions. Et pour que tout ça se passe sans beaucoup de casse, on est en train de mettre en place ce cadre de concertation qui devrait permettre justement de discuter de cette question d'acceptabilité du coût, mais également de toutes ces initiatives qu'on peut mettre en place, au lieu que ça soit décrété dans des ministères, dans des trucs, qu'on en discute avec toutes les représentations des catégories d'acteurs pour voir effectivement comment ensemble on peut améliorer en tout cas la gestion de ces ouvrages qui est en tout cas assez stratégique par rapport à tout ce qui se passe au niveau de la vallée. On ne peut pas imaginer aujourd'hui un développement dans ces zones sans le barrage de Diama et les ouvrages. Parce que, en fait, si le barrage aujourd'hui n'existait pas, l'eau de mer serait à 220 km de l'embouchure et donc rien ne sera possible en termes d'agriculture, d'eau potable, etc. Donc c'est assez vital. Merci. La prise en charge du fonctionnement et de la maintenance des ouvrages, notamment celui du gaz. Le deuxième élément, c'est quels sont les déterminants, les éléments de calcul du coût de la planification, d'une part pour les cultures vivrières, ce qui se fait à l'hectare, et d'autre part pour l'AEP, l'eau potable, les industries et les cultures industrielles. Parce que dans la présentation qu'on a vue précédemment sur les coûts, la structure des coûts, les situations au sud-est de la France, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments de base à partir desquels on calcule ces coûts-là. Et ici, on dit que c'est déjà très élevé. J'aimerais bien savoir un peu les éléments de base. Le dernier élément, c'est une réflexion personnelle. Je pense que les cadres de concertation, ma foi, c'est une bonne chose, c'est utile, parce que là, vous l'avez souligné dans la présentation, le fait qu'on ait un règlement contraignant, c'est une chose, mais de l'autre, il y a d'une part la distance de la SOGED que vous avez évoquée par rapport aux libertés, et d'autre part, la contrainte s'exerçant à l'intérieur d'un pays, quel qu'il soit, Mauritanie, Sénégal, Confédération, la SOGED étant, vous l'avez dit tout à l'heure, en faisant le schéma supranational, nous avons au sein de cette organisation toute la problématique de la souveraineté. Donc je crois que la concertation c'est une chose, mais il faudrait certainement interroger davantage cette problématique. Une question.
me semble que la SOGED concerne le delta en fait. Le barrage de Diama a une influence sur le delta, alors que la redevance porte sur l'ensemble, la redevance d'entretien porte sur l'ensemble du fleuve, y compris des zones qui ne sont absolument pas concernées par Diama. C'est donc toujours extrêmement difficile d'expliquer à des gens qui doivent payer une redevance pour un ouvrage qui ne leur sert rigoureusement à rien. Donc j'aimerais savoir, ça ne met pas en cause le barrage de Diama, mais c'est tout de même difficile de justifier cette redevance. Proposer que ce soit que le Sénégal et le Mauritanie qui payent la redevance. Non, je ne propose rien du tout. Non, je n'ai pas dit ça. Je l'ai simplement signalé que c'est difficilement justifiable aux yeux des utilisateurs. Et ensuite, il y a d'autres problèmes. Bon, je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ce que nous faisons. Donc, je voudrais donc apporter quelques réponses. Donc, sur la clé de répartition des coûts et charges donc, et les relations avec la tarification, donc je vais laisser M. Ndiaye vous apporter la réponse. Bon, maintenant, pour ce qui concerne les coûts, la composante, les différentes composantes donc, du taux de tarification en fait de la redevance, comment est-ce que le calcul a été fait. Donc ça a été fait à partir d'une étude qu'on a menée entre 2002 et 2004 donc par le bureau d'ingénierie BRLI. Donc cette étude a été menée à l'époque et justement il y a des calculs qui ont été faits donc sur les différents coûts, notamment en ce qui concerne les coûts, ce qu'on appelle les coûts normatifs de maintenance. Donc il y a des coûts qui concernent la maintenance donc, et le fonctionnement et ce qu'on appelle les coûts pour gros entretien et renouvellement. Donc ces différents coûts-là ont été calculés sur différentes périodes, donc avec des projections, donc même jusqu'à l'année même vers 2054, si je me souviens, parce que c'est une étude quand même qui remonte assez loin. Donc ces différents coûts-là ont été calculés. Et même avant cela, au moment où on préparait la construction des barrages, dans les années 80, il y avait également une autre étude qui avait été menée par un bureau anglais, Sir Alexander Gibb, et également en association avec EDF. Donc ça c'est une étude, à l'époque moi j'étais encore au lycée. Donc et cette étude-là également, initialement, avait déterminé également des coûts. Voilà, vous étiez à l'OMS, ouais, voilà. Donc vous savez bien de quoi je parle. Bon, maintenant, la difficulté que nous avons, c'est que ça, c'est théorique, ça, c'est l'idéal. Donc, c'est des coûts qui sont là, des tarifs qui sont là, qui sont des tarifs qu'on devrait avoir dans l'idéal. Mais le problème, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est dans une situation où il y a ces deux principales contraintes-là. D'abord, il y a ceux à qui cette redevance-là s'adresse, donc qui sont les usagers de l'eau. Donc on est dans un contexte de pauvreté, on ne peut pas augmenter comme ça de façon inconsidérée les taux. Également, il y a les États qui sont là, qui sont également des États dont les moyens sont limités. Et donc là, c'est toute la problématique. Bon, maintenant, quel est le taux idéal? Quel est le niveau acceptable? Donc le problème, c'est où placer le curseur. Bon, là également, bien sûr, il y a après des considérations politiques qui entrent en ligne de compte du fait de la spécificité de l'organisation. Parce que nous sommes dans un contexte où les choses sont partagées. Nous sommes également dans un contexte où les États n'ont pas les mêmes intérêts. C'est-à-dire la Mauritanie et le Sénégal ont des intérêts beaucoup plus importants que le Mali. Voilà, donc dans une situation comme ça, on comprend bien que les Maliens et les Mauritaniens ne vont pas... non, les Sénégalais et les Mauritaniens ne vont pas favoriser
l'augmentation des tarifs, alors que les Maliens vont souhaiter que ces tarifs-là augmentent, compte tenu du fait qu'eux-mêmes, ils seront obligés, au cas où il y a donc un niveau très faible de recouvrement ou au niveau très bas des coûts, leur gouvernement va être obligé de contribuer par les subventions. Voilà, donc tout ça, c'est des problèmes qui entrent en ligne de compte, et ce qui fait que la situation est vraiment un peu inextricable, disons. Voilà, donc après vous avez parlé donc des problèmes de souveraineté. Bon, là j'ai compris que ce n'était pas une question, c'était un simple commentaire. Donc là je ne vais pas revenir sur ça. Bon, maintenant concernant la question de M. Gadel, c'est ça, M. Gadel, voilà. Donc là c'est une question importante également que vous posez. Nous-mêmes, nous faisons face souvent à cette problématique sur la zone d'influence du barrage. Comment est-ce qu'on peut justifier pour un paysan qui est vers Bakel ou Matam, où la zone d'influence qui n'est pas sous l'influence de Diama, comment est-ce qu'on peut justifier le paiement d'une redevance? Bon, ce que nous faisons jusqu'à présent, la manière dont on contourne ce problème, c'est que c'est une décision politique. C'est-à-dire que les États ont décidé que la redevance s'applique sur l'ensemble du fleuve Sénégal. Donc, quelle que soit la position à laquelle un utilisateur de l'eau pourrait se trouver donc, sur le cours d'eau, la redevance lui est applicable. Bon, il y a également un argument technique que nous arrivons à mettre sur la table face aux utilisateurs de l'eau. C'est que même si l'influence du barrage de Diama est limitée, donc autour de 250 km, disons, donc tous ceux qui sont situés en amont donc, de cette distance-là, sont quand même sous l'influence de l'autre barrage, le barrage de Manantali. Et donc c'est comme ça que nous arrivons à contourner la difficulté, dans la mesure où on peut leur expliquer que ce qu'ils vont payer, dans tous les cas, c'est pour l'OMVS, et que c'est l'OMVS qui est le propriétaire des deux ouvrages, et que l'OMVS peut décider souverainement que tout ce qui va être récolté va être affecté à un des ouvrages. L'OMVS n'est pas obligé de dire que bon, l'argent que nous collectons, on va le répartir, d'autant que l'ouvrage qui est le barrage de Manantali est aujourd'hui suffisamment rentable, parce que c'est un ouvrage hydroélectrique, donc qui lui permet donc d'avoir suffisamment de ressources. Bon, la parenthèse donc, que je voudrais faire donc, pour terminer rapidement, c'est que à l'OMVS, au moment où on concevait le système, c'était que ces deux ouvrages-là devraient fonctionner de façon coordonnée et gérer de façon coordonnée, sur le plan technique, sur le plan financier, sur le plan administratif. Parce que tout à l'heure, j'ai évoqué l'étude d'Alexandre Guib. À l'époque, il était question de la création d'une agence de gestion des ouvrages communs. Donc c'est cette agence-là qui devrait, sur le plan technique, financier et autres, s'assurer donc du fonctionnement cohérent de l'ensemble de ces ouvrages-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons été obligés, à partir d'un certain moment, de découper le système. On a mis en place un système qui est très rentable, donc avec le barrage de Manantali qui produit l'électricité, et le barrage de Diama a été laissé en rade. Donc ce sont les conséquences de ces décisions-là, à l'époque, qui nous ont été quelque part imposées. Donc ce sont ces décisions-là aujourd'hui que nous continuons de gérer. Donc voilà l'explication que je peux vous donner. Donc, M. Ndiaye, bon, sur la clé de répartition coûts et charges, M. Seck c'est très bien l'historique. Donc au niveau de l'OMS, pour tout ce qui est fonctionnement, la répartition des coûts est 50-50. Donc chaque État paye la même part pour le fonctionnement du système. Aujourd'hui, les États interviennent pour le fonctionnement du Haut Commissariat qui n'a pas de recettes. Donc la totalité du budget de fonctionnement du Haut Commissariat est répartie en 4 aujourd'hui au niveau des 4 pays membres. Le fonctionnement de la SOGED, puisqu'il y a 3 pays qui sont actionnaires, le budget de fonctionnement, il y a une partie qui est liée donc aux recettes de la redevance et l'autre partie qui est complétée, comme cette année par exemple, on a environ 4 milliards de francs CFA de budget. Les 2 milliards à peu près sont des sources externes, donc redevances, subventions sur des investissements des bailleurs, etc. Et donc à peu près
2 milliards va contribuer à peu près aux cotisations des pays. Bon, maintenant, au niveau des investissements, c'est suivant la clé de répartition coûts et charges. Au niveau de la clé aujourd'hui, évidemment pour le Mali, on a affecté pour l'irrigation 0. Parce qu'en réalité, il ne bénéficie pas de l'influence de Diama pour l'irrigation. Pendant que le Sénégal et la Mauritanie se partagent le reste, le Sénégal ayant beaucoup plus de périmètre, en tout cas de superficie irrigable, paye à peu près 60 à 65%. Voilà. Donc c'est au niveau des investissements. Donc aujourd'hui, si on va s'endetter pour faire des réhabilitations, des investissements, etc., on appliquera la clé et les pays vont s'endetter au prorata de leur taux pour donner à la SOGED qui va faire. Maintenant, juste la question de monsieur sur... on est en train de réfléchir même pour changer le nom de la SOGED. Parce que justement, la SOGED est créée et a le pouvoir de récolter tout ce qui est prélèvement sur l'eau. Donc, on voudrait même détacher le nom de la société de l'ouvrage Diama. Parce que c'est ça qui fait la confusion. Puisque nous, les États nous ont donné le pouvoir de gérer l'eau du fleuve Sénégal en totalité sur l'ensemble du fleuve. Et donc, il faudrait peut-être trouver un nom qui colle plus à cette spécificité plutôt qu'au barrage de Diama. Merci.